Monsieur l'évêque, pourquoi le Québec, il ne devient pas un pays? La population du Québec, il ne pense pas de devenir un pays, vous êtes majoritaire francophone. Puis lui, il me regardait un peu surpris. Un immigrant qui parle d'avoir un pays. Je me suis toujours bien intégré avec la communauté francophone. J'ai fait tellement de choses pour défendre la langue française, même si je ne parle pas bien le français, mais je veux que la langue est bien enseignée, spécialement aux immigrants. Toi, un immigrant, tu as compris la souveraineté, et mes parents de ton âge à toi, ils l'ont pas compris. Je dis que dans les années 50, l'immigration était massive et la majorité venait dans les campagnes. Il n'avait pas de culture. Naturellement, s'adressait à quelqu'un qui ici était considéré leader de la communauté et ils sont mal informés. Après qu'ils se sont installés dans le Québec, d'une mauvaise façon, ils ont continué à croire qu'est-ce que les leaders de la communauté pour le bloc québécois contre Alfonso Galiano en Saint-Léonard. Alfonso Galiano, il se permettait de dire encore, dans les années 90 passées, que si votait bloc, le bloc qui sont des séparatistes qui respectent la séparation du Québec et les immigrants qui seront renvoyés à leur pays, ils avaient perdu leur propriété, leur maison. Et les Italiens, ils croient encore que si nous on a la souveraineté, ils sont des immigrants qui seront encadrés dans leur pays. C'est ça, c'est un travail très dur à faire comprendre le monde. Entre vous, il y a des jeunes d'origine italienne. Je dis bravo, bravo. Assez de faire comprendre à vos parents que qu'est-ce que les leaders de la communauté ont dit et continuent à dire, c'est pas vrai. Aujourd'hui, nous, on est un parti social-démocrate. Vous savez que la démocratie, c'est la plus belle chose au monde. Alors, nous, on devait faire du Québec un pays. Moi, je crois, et je ne veux pas mourir avant que le Québec ne sera pas un pays. Ça fait 30 jours qu'il m'est arrivé un malheur. J'ai eu un problème visuel, comme je vois des sombres, mais je ne vois pas dans le visage. Mais je vois que vous êtes très nombreuses. Bravo, merci. Merci. Que nous attendions tous. L'énumération de sa feuille de route prendrait à elle seule la période allouée à la conférence. Ministre d'État au développement économique, commerce extérieur, affaires internationales, finances, industrie, sciences et technologies, immigration et communautés culturelles, francophonie, responsable du secrétariat à la jeunesse et à l'action humanitaire internationale, vice-premier ministre et enfin premier ministre du Québec. Il s'est voué corps et âme au projet de sa vie, c'est-à-dire de donner au Québec un pays. Monsieur Bernard Landry. Merci pour cet accueil chaleureux. Il y a beaucoup de monde dans cette salle. Il ne manque que les commentateurs superficiels qui disent que les jeunes ne s'intéressent plus à l'indépendance du Québec. Nation. Et ce que notre ami DJ Nora vous démontre en plus, c'est que cette nation n'est pas une race. Les nations modernes d'aujourd'hui sont généralement multi-ethniques. Je n'ai pas dit multiculturelles ou bilingues. Multi-ethniques, sauf exception, encore quelques exceptions. Les États-Unis d'Amérique ont comme président Barack Obama. La France a comme président Nicolas Sarkozy, dont 3 grands-parents sur 4 ne sont pas nés en France. Est-ce qu'on peut dire qu'il est moins français que les autres? Il y en a qui disent qu'il est même un peu trop des fois. Au Québec, que 10 000 Français. Nous sommes aujourd'hui 8 millions au Québec et il y a autant de descendants québécois aux États-Unis d'Amérique qu'il y en a au Québec. On a perdu dans des circonstances catastrophiques, je vous les expliquerai, la moitié de notre population. Hillary Clinton, secrétaire d'État aux Affaires étrangères des États-Unis, a des ancêtres québécois. Et Madonna aussi.
Si les ancêtres de Madonna étaient restés ici, on aurait eu Céline et Madonna en même temps. Donc, peu de Français, groupe humain, forment une nation. Et un groupe humain qui a, et c'est comme ça que se définit une nation, des bonheurs communs, des malheurs communs. On a eu une conquête militaire, on a eu diverses menaces sur notre survie. On a par ailleurs fait une révolution tranquille, fabuleuse, qui en 50 ans nous a propulsés vers la modernité et nous a sortis de l'état colonial qui était le nôtre. Donc, des malheurs communs, des bonheurs communs, des rêves communs, une solidarité, une identité et une langue commune. Ceux qui contestent que le Québec est une nation sont dans l'erreur la plus complète. J'espère qu'ils ne sont pas de mauvaise foi. Même le Parlement du Canada, si Stephen Harper l'a compris, normalement, tout le monde aurait dû comprendre. Or, je ne le dis pas avec agressivité, 80% des Canadiens hors Québec disent que le Québec n'est pas une nation. C'est dommage pour eux. Ils nient une évidence. Mais autrement, allez n'importe où dans le monde où les gens un peu informés vont vous dire Québec forme une nation. Être pour l'indépendance de sa patrie, c'est pas du nationalisme, c'est de l'humanisme. Surtout dans le contexte présent de la mondialisation. Avez-vous remarqué qu'il n'y a plus d'anti-mondialistes? Il y a des alter-mondialistes. Donc ce phénomène est inéluctable, comporte des avantages certains, comporte des inconvénients et des risques. Comment peut-on rendre la mondialisation positive et écarter les risques socio-économiques, environnementaux qu'elle comporte? En constituant des organisations internationales fortes. Et dans le mot international, il y a le mot nation. C'est pour ça que nous avons le devoir de participer à ce qu'on appelle le concert des nations, pour nous et pour les autres. Surtout que souvent, il faut des coalitions de petites nations pour faire contrepoids aux grandes et aux grands empires. On a vécu une chose absurde à Copenhague. Vous savez qu'en matière d'environnement, le Québec est dans les premiers de la classe dans le monde. À cause de ce que nous sommes et des services que nous rendent de nos écoles, qui des fois vont un peu trop loin, mais qui généralement font un bon combat, à cause aussi du fait qu'on a 40 000 mégawatts hydrauliques. Et ça aide à protéger l'environnement. Donc nous sommes dans les premiers de la classe. Le Canada, pour d'autres raisons, est dans les derniers. Les sables bitumineux, puis il y a le grand voisin ontarien qui fait son électricité soit au charbon, soit au nucléaire, soit aux hydrocarbures de toute façon. Et à Copenhague, le dernier de la classe a parlé au nom du premier. Vous voyez bien que c'est absurde. Nous avons le devoir, pour le réalisme international et l'équilibre de la mondialisation, d'être présent assez dans table, appliquer la règle que poussé George Washington à faire l'indépendance des États-Unis. Une phrase simple. There is no gift between nations. Il n'y a pas de cadeau entre les nations. Alors, les Américains étaient devenus une nation, étaient colonisés par une autre. George Washington a compris que l'Angleterre ne ferait jamais de cadeau à sa colonie des États-Unis. L'Angleterre vendait son intérêt. Et le Canada fait la même chose avec nous. No gift between nations. Il y a des périodes un peu plus équilibrées. Actuellement, il y a 40 ministres autour de la table du Conseil des ministres à Ottawa. Ils dépensent la moitié de nos impôts et taxes. Il y a 4 Québécois présents. Une absurdité invraisemblable. Alors, si l'industrie d'automobile est en panne, comme c'est arrivé, le gouvernement du Canada se précipite avec des milliards de dollars pour essayer de la rescaper et de la sauver. Si la forêt québécoise est en panne, s'il est arrivé des montants insignifiants par rapport à ce qui a été mis du côté de l'automobile. Et c'est une longue série
de choses de ce genre. Et l'histoire n'est pas faite pour cultiver le ressentiment. L'histoire est faite pour cultiver la lucidité. Il faut savoir ce qui est arrivé dans le passé si on veut gérer l'avenir. Pour les raisons que j'ai dit, de dignité, de fierté, de participation à ce qu'on appelle le concert des nations, mais pour des raisons matérielles, des raisons d'argent, des raisons de développement économique, de contrôle de nos richesses naturelles. Le Québec pourrait devenir une puissance pétrolière, vous savez, et je ne parle pas des gaz de schiste. Je parle du pétrole que l'on retrouve à l'île d'Anticosti ou en mer, comme Terre-Neuve l'exploite actuellement. Un gisement qui s'appelle Old Harry. Ça fait des années qu'on s'est battu pour régler ces questions-là, à Old Harry en particulier, des procédures fédérales sans fin, des répartitions de droits qui ne se règlent plus. Mais ça va faire une différence aussi, là. On a 40 000 mégawatts hydrauliques. On peut monter probablement à 50 000, mais l'éolien est là. Le solaire est là. Donc, on peut devenir un paradis énergétique. Puis, en plus, tant que la Terre aura des besoins pétroliers, ben, on peut en vendre aux autres. Et ainsi, comme font les pays avancés de l'Europe du Nord, des social-démocraties exemplaires, constituer ce qu'on appelle un fonds de génération qui vous empêchera d'être écrasé par les dettes, que contrairement à beaucoup d'autres pays, notre État national possède un actif extraordinaire pour faire un contrepoids à sa dette. Quel est cet actif? Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est probablement l'entreprise la plus valorisée et valorisante du monde. Ça vaut 150 milliards de dollars ou à peu près, à condition qu'on la gère convenablement. Mais, donc, sur le plan matériel, s'ajoutant à toutes les raisons intellectuelles, voire spirituelles et morales que j'ai invoquées, dire que le Québec ne peut pas être indépendant est une sottise absolue. Le Québec est dans les 30 premières puissances économiques du monde, entendez-vous? Il y a 200 pays aux Nations Unies. Il y en a l'immense majorité qui n'ont pas nos moyens matériels, ni nos moyens culturels d'ailleurs, parce que la culture québécoise est rayonnante, vous le savez. Alors, si nous sommes capables, si nous avons, ben, on est capable, yes we can, hein? René Lévesque disait ça, puis Obama l'a repris. Oui, on est capable. C'est absurde de prétendre que nous ne le sommes pas. Quand je fais cet argument-là, il y a des fois des fédéralistes qui me disent « Ouais, mais de quoi tu te plains? Vous avez fait des choses extraordinaires, en étant une province du Canada. » J'ai dit « Tu me rappelles celui qui recevrait sa fille qui dirait « Papa, j'ai fait ma maîtrise, je vais commencer mon doctorat l'an prochain. » Je dis « Hey, t'as ta maîtrise, assis-toi dessus, on en parle plus. » Oui, on a notre maîtrise, mais on est capable d'avoir un doctorat. Et c'est ça l'indépendance nationale. Et le plus vite possible. Vous savez, on a un drapeau, je vais parler du Canada qui n'avait pas de drapeau, le Québec en a un. Très beau d'ailleurs. Sur le plan esthétique. On le retrouve sur le bord des lacs du Québec, qui est un cours d'eau. Il y a 1 million de lacs au Québec, on ne peut pas dire qu'il y a 1 million de drapeaux. Mais il y a un cours d'eau où il n'est pas encore ça. Et vous avez une responsabilité de faire qu'il y soit. Quel est ce cours d'eau? Paul Saint-François, il a déjà l'East River, à New York, qui coule en face du siège social des Nations Unies, où se trouvent tous les drapeaux des nations libres. Il en manque un, le nôtre, il est assez beau pour y être. Alors j'espère que vous allez faire en sorte qu'il puisse s'élever là avec le monde entier, comme nous-mêmes disons, le Québec a choisi la dignité et la liberté.